Les gens, le prochain film... Ah. Le prochain film, je vais vous en parler un petit bout. Et après, je vais vous montrer la bande-annonce. Je pense que c'est la meilleure manière de vous parler d'un film Netflix, les gens. Attendez, j'ai perdu. J'aimerais vous parler d'un film qui est sorti cette année, il me semble, qui s'appelle Abu. Je vais vous montrer l'image, juste. Hop. Du coup. Voilà. On est sur un troisième film social, les gens, ce soir. C'est vraiment films sociaux en masse. Non, c'était pas ça que je voulais. C'était plutôt ça. Voilà. Donc vous voyez ça, vous voyez le genre du film. Vous voyez un peu l'ambiance, vous voyez ce qui se passe et tout. Ah, c'est un film. Alors, je vais vous donner un petit peu de contexte parce que je pensais passer très vite sur le film. Tout à coup, j'ai vu le contexte. Je me suis dit, putain, c'est intéressant, vas-y. C'est une réalisation et un scénario d'un réalisateur qui s'appelle Tyler Perry. C'est un réalisateur noir. C'est important pour la suite. Vous verrez. C'est le réalisateur notamment de Ninja Turtle 2 et de Pat Patrouille le film. Voilà. C'est un gars qui... Alors j'ai un petit peu halluciné en voyant sa page Wikipédia. De 2005 à 2025, il a produit 25 films, il en a écrit et réalisé 12. Il a écrit et réalisé 12 séries, mis en scène 11 pièces de théâtre. Bref, voilà. Et c'est le présentateur dans Don't Look Up aussi, si vous avez vu le film Don't Look Up aussi sur Netflix. Et ben il joue le présentateur à côté de Kate Blanchett. On... Et du coup, non content d'être aussi productif, c'est aussi un des mecs les plus riches de l'industrie du divertissement. C'est un milliardaire, voilà, il a du succès sur ce qu'il fait, mais il se fait pourrir par la critique assez systématiquement, et il a notamment dû répondre d'accusations de représentation raciste de ses personnages afro-américains. Et c'est là que je rappelle que lui-même est afro-américain, et du coup c'est assez intéressant, parce que c'est un bonhomme qui a accusé des représentations racistes qu'il peut y avoir dans ses films, dans le sens où il utilise des personnages souvent un peu clichés, apparemment, dans ses comédies, et il se fait taper dessus même par d'autres réalisateurs, comme Spike Lee notamment, qui est assez sensible sur cette question. Il y a un gros débat du coup autour de l'œuvre du bonhomme, qui est autant très salué par une partie du public, et même, et ça j'ai trouvé très intéressant, même il y a des spécialistes qui disent, mais ça sert à rien de le taxer de tout ça parce que, au contraire, c'est intéressant qu'il utilise ses clichés, etc. Il y a le sociologue que je connais pas, mais dont j'ai pris parce que j'ai vu que c'était un bonhomme qui a publié des trucs qui s'appelle Shane Lee, qui explique en gros que, enfin, qui pour lui justement a écrit sur lui en expliquant que c'est un type qui fait un bon travail mine de rien, parce que en utilisant un peu ses clichés, etc. Bah, il reste très populaire. Et effectivement, le gars est populaire, c'est ce qu'il réalise, etc. Ça marche, les gens vont voir. Et en même temps, il utilise ses films pour faire passer des thèmes plutôt importants, etc. Voilà, donc il y a des gros débats des représentations qu'il utilise, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, etc. À chacun, je laisse à chacun d'en juger. Voilà. Maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce que c'est que ce film de Straw Abu? Alors, l'actrice principale, c'est Taraji Henson, elle est incroyable. C'est la première chose qu'il faut que je dise. Euh, Elle est vraiment incroyable. Alors, c'est une histoire d'une femme qui travaille dur pour payer les médicaments de sa fille malade. Là, on voit sa fille malade, vous voyez. Et ça s'enchaîne à peu près comme ça. Elle vit dans un appartement délabré. On le voit avec la grosse fissure qu'il y a ici, où il n'y a pas la clim, hein, il y a le ventilo. Comme moi j'ai la clim à côté. Voilà, voilà. Euh, Quand elle sort, on apprend qu'elle est en retard de ouf sur son loyer, mais vraiment la proprio lui hurle dessus. Et elle promet de revenir la payer à midi, parce qu'elle doit recevoir son salaire ce jour-là. Ensuite, elle donne quand même un petit peu de monnaie à un pauvre qui est là au bord, qui est sur le perron, parce qu'elle est gentille, puis elle lui donne de l'argent tous les jours, voilà. Ça nous permet de montrer qu'elle est quand même gentille, cette brave femme. Ensuite, elle amène sa fille à l'école, mais elle n'a pas les 40 francs pour que sa fille puisse manger à midi, parce qu'apparemment elle a besoin de 40 francs pour manger à midi à la cantine. Elle est en mode « Ah, je suis désolé, etc. » Ensuite, elle arrive à son boulot. Elle est vendeuse, donc pas un boulot super sympa dans un truc. Il y a son patron
qui se comporte comme un gros connard avec elle, mais vraiment comme un gros connard plus, hein, qui lui gueule dessus, qui la respecte pas, enfin voilà. Elle va bosser, les clients, pareil, ils se comportent comme des connards, mais comme des gros connards, voilà. Ensuite, il y a l'école qui l'appelle. Donc vous voyez un peu le tableau jusque-là. Je vais passer assez rapidement sur la suite. Ensuite, il y a l'école qui l'appelle pour lui dire que si elle apporte pas l'argent, les services sociaux vont venir s'occuper de sa fille. Du coup, elle implore son patron d'avoir d'avoir juste 2 heures de pause et une avance en plus. Elle obtient les 2 heures. Après s'être fait insulter, mais pas l'avance. Du coup, elle va à la banque en face retirer l'argent. Elle peut pas, il n'y a pas assez sur son compte. La banque, elle refuse. Du coup, elle arrive à l'école, mais c'est trop tard. Elle a perdu la garde de sa fille, il y a les services sociaux qui sont là. Elle retourne au boulot, mais sur le chemin, boum, accident avec la police. Et la police est fautive en plus. Et vu que le mec de la police, c'est un grand baraqué, il la menace d'un flingue. Carrément, ça rigole pas. Et elle se prend une amende et une menace de mort de la part du flic, voilà, qui dit la prochaine fois, si j'ai une occasion de te mettre une balle, je te mets une balle. Du coup, elle retourne au boulot en retard à cause de tout ça. Son patron, il est compréhensif, heureusement. Il dit non, pas du tout, elle est virée, c'est fini. Il lui dit tu dégages. Bon, du coup, elle lui demande son dernier salaire. Elle dit ok, bah donne-moi mon dernier salaire, j'en ai vraiment besoin. Le patron, il refuse, il dit ah non, je te donne pas ton dernier salaire. Vous vous dites putain, mais c'est quoi? Voilà, on en est là. Et là, il y a un mec qui vient braquer le patron. Et bref, je vous mets maintenant la bande-annonce. Parce que j'ai très envie, hop là, que vous voyez maintenant la bande-annonce de ce film. Une fois que vous avez un peu tout ce début en tête, parce que j'ai vu que la bande-annonce vous montre un petit bout de la suite. Et on peut être surpris, c'est parti. Je voulais pas en arriver là. Quelque chose en moi s'est brisé. Je leur ai dit plusieurs fois. J'ai besoin de mon argent pour acheter les médicaments de ma fille. Elle est malade. Je veux qu'on me donne l'argent qu'il y a sur mon chèque, c'est tout. Non! Je vous en prie, sortez maintenant. Je voulais seulement faire au mieux pour ma petite puce. Verrouillez la porte. Dites-leur de fermer les stores. On va devoir trouver une solution. Je ne veux pas que vous vous fassiez tuer. J'ai été expulsée aujourd'hui. Maintenant, on n'a nulle part où aller. Cet homme m'a volé mon argent. Vous voulez me tuer? Vous m'accusez de vouloir braquer cette banque alors que moi j'ai rien fait! Vous pouvez pas m'aider! Personne m'a jamais aidé, personne! Ça se présente mal, Jenaya. Vous voyez bien que c'est pas une braqueuse. Je te parle de lui donner une chance. J'ai l'impression que vous avez traversé un tas d'épreuves aujourd'hui. Voilà. Voilà. Voilà, très bien. Alors, je pense que personne n'a vu ce film, ou peut-être que des gens l'ont vu. Cette condensation des luttes sociales US. Ça a l'air chiant. Alors. Voilà, je vous ai raconté le début. Tout ce que je vous ai raconté, c'est les 15 premières minutes. Et moi, je regardais ça. Et je suis en mode, oh la vache. Ah la vache, le lundi matin, quoi. c'est rude. C'est bien rude. Hein. Ah vraiment, tu te lèves le matin, tu perds la garde de ta fille, ton appart, ton emploi. Voilà, mais c'est This is la peste version pas drôle, quoi. Hein. C'était chaud. Et je me suis arrêté au moment... En fait, voilà, je vous ai décrit genre les 15 premières minutes du film, et là il se passe un espèce de twist, qui est que justement il y a un braqueur qui arrive, qui vient avec son flingue, et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'interpose, elle bute le braqueur, et là moi je me disais, putain, elle a buté le braqueur, c'est la folie, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est bizarre. Son patron c'est un gros con, il fait, putain c'est une mise en scène pour me soutirer de l'argent, c'est ça, du coup elle bute son patron, t'es là, oh la vache!
Et elle retourne à la banque pour leur demander de l'argent. Voilà. Et vous avez vu, du coup, la bande-annonce me raconte un peu la suite. Je trouve dommage que ça raconte tout ça, mais en même temps, c'est dur de vendre le film juste sur les 15 premières minutes. Enfin bref, voilà. Mais moi, l'effet de surprise a marché sur moi parce que je ne savais pas du tout ce que j'étais en train de regarder. Et voilà. Et là, j'aimerais qu'on évoque le problème du film parce que c'est impossible de parler de ce film sans le problème qui, je pense, vous l'avez déjà peut-être décelé. C'est un peu Joker dans je sais plus quel Batman, non? Suffit d'un vachement mauvais jour. Oui, c'est juste, il y a une BD Joker où il passe une mauvaise journée et puis voilà. Et du coup, il vrille Joker. Moi, j'ai un problème terrible du coup avec ce film. C'est que chaque... Alors, autant on avait dit... On peut le comparer aux deux autres. Us, il a un but qui est pas très clair. Voilà, il y a un objectif qui est pas très clair au final. Il y a un thème, mais le thème, il est tourné de manière bizarre. Ce qui fait que ça part un peu dans tous les sens. Ce qui peut être cool dans plein de trucs. Genre, moi, je trouve que quand c'est du cinéma à la Seijun Suzuki dont on parlait avant, c'est hyper cool que ça part dans tous les sens. Mais quand ça a l'air d'avoir un but très précis, mais que ça n'arrive pas à le traduire à travers la mise en scène, c'est compliqué. Il y a l'autre film du coup qui a un but assez précis justement de montrer cette évolution, puis là il y arrive plutôt bien parce qu'il prend le temps de nous montrer ses personnages, etc. Et puis de nous montrer d'avoir des scènes d'action, etc. C'est plutôt bien. Du coup, il y a un bon équilibre. Ici, chaque scène, chaque réplique, chaque ligne de script est écrite pour produire une émotion de détresse et d'empathie envers ce personnage. Du coup, moi, après 15 minutes, ça me faisait rire. Du coup, j'avais aucune empathie pour le personnage parce que c'est tellement too much. Je ne voyais pas un personnage dans la détresse, je voyais un film qui me hurle dessus du début à la fin. Regarde comme ce personnage est dans la merde. Et moi, j'aime pas qu'on me hurle dessus comme ça. Il y a zéro subtilité. C'est un truc de ouf, quoi. Mais vraiment, à un moment donné, j'hallucinais. Je regardais le film et je réfléchissais au but de tout ce que je voyais et de tout ce que j'entendais. Et je disais, mais putain, mais c'est toujours la même chose. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade à quel point c'est un film ultra démonstratif. Du coup, je suis passé complètement à côté du film, hein, je vous avoue. Voilà, je ne suis absolument pas rentré dedans. Et je pense que c'est difficile de rentrer dedans, ou alors il faut être sacrément accroché. Si vraiment tu te prends cette histoire, bam, premier degré, en plein dans la gueule. Vous voyez, même le tombeau des Lucioles, il y a des moments où les gamins ils s'amusent, quoi. Là, non, pas un moment, pas un pas, il n'y a rien de joyeux, non, c'est fini. C'est hyper bizarre. J'aime bien l'actrice, mais oui, je pense que j'arriverai à m'attacher. Ouais, mais l'actrice, après, elle fait un travail de malade. Ça, c'est le gros point fort du film, c'est l'actrice. L'actrice, elle est super. L'actrice, elle gère super bien. Il y a tout qui est très enfin, de ce côté-là, elle est super crédible. Elle fonctionne super bien. Mais ouais, mais moi, vraiment, le fait qu'elle ait déjà eu tous ces problèmes-là, puis qu'après, elle rentre chez elle, puis qu'elle fait l'accident avec la voiture de flic, là, j'ai une distanciation. Là, la distanciation est arrivée. J'ai fait, oh putain, c'est fini. Mais j'avais déjà un petit peu de peine avant. Dès le moment où en fait elle sort de chez elle, qu'elle dit je viendrai t'apporter l'argent, puis qu'elle est dans la merde et qu'elle sait pas comment payer son loyer et tout, et puis qu'en fait elle retourne vers le SDF et qu'elle lui donne quand même de la petite monnaie. Je dis, oh, putain. Le côté, elle est autant dans la merde qu'elle est, elle continue d'être gentille avec les autres et tout. Je dis ah mais c'est trop démonstratif, ça me gonfle. Ça me gonfle un peu. Oups, j'ai cliqué sur un bouton, c'est pas ça que je voulais faire. Non, je veux pas transformer mes notes en images, merci. Pas maintenant. Voilà, ok. Ouais, j'ai bougé des trucs, je ne sais pas trop ce que j'ai fait, c'est pas grave. L'actrice joue super bien, hein, comme je l'ai dit. C'est vraiment le truc qui marche du début à la fin, effectivement, de ce côté-là. T'as quand même si tout sonne faux, t'as quand même des moments d'empathie pour elle. Elle arrive quand même à te faire ressentir des moments d'empathie. J'exagère un peu en disant que vraiment, moi, c'était fini, puis il n'y a plus rien. J'ai quand même pu aller au bout du film et puis j'ai pas rigolé tout le long, puis j'étais en mode comment elle va s'en sortir. Des moments je me disais ouais mais là il y aura peut-être une porte de sortie tout, mais j'étais pas très impliqué quoi. C'est surtout ça, mais le fait que je reste quand même un minimum impliqué, c'est justement par la force de l'actrice qui joue, qui est incroyable quoi, voilà. Et je pense que c'est plus l'actrice que la direction d'acteur parce que les autres acteurs c'est pas toujours ça. Hein. Notamment la chef des flics là, enfin une des flics, elle est c'est compliqué. En fait, le loyer qu'elle n'arrive pas à payer et le côté parents célibataires, ça me rappelle à La Recherche du bonheur.
Ah ouais, ça pourrait. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que la mise en scène, elle est aussi prisonnière de ce truc surdémonstratif. Franchement, si on se regarde la bande-annonce, bon là, on nous montre juste qu'il y a un flingue, etc. Mais vraiment, il y a des moments, je trouve que la réal elle est vraiment pas ouf. Genre, vous voyez les plans, c'est comme c'est éclairé, c'est pas très intéressant. Ce plan, par exemple. Ce plan, il revient tout le temps. C'est quand elle parle avec elle au téléphone. Je le trouve vraiment pas très bien. Je sais pas pourquoi il a tenu à cadrer le police en dessous, des trucs comme ça, je sais pas. De manière générale, voilà, typiquement ça, vous voyez, c'est pas très inspiré comme réalisation. Il y a pas une recherche, il y a pas une recherche bien ouf, quoi. Je trouve que ce fond est pas très joli. Puis voilà, ça, typiquement, c'est une scène d'action d'un gars qui est là. On fait un grand plan sur ce gars. Le fond est pas ouf. Puis vraiment, il sort du champ, puis hop, puis c'est pas très intéressant. Bref. Mais on va vraiment, voilà, pour montrer qu'on ferme la porte, vous voyez, typiquement, ouais, le décor, il est pas incroyable. Malheureusement, il est très impersonnel. Mais vous voyez, pour montrer qu'on va fermer la porte, on fait vraiment un gros plan sur la porte pour être sûr que les gens aient compris que la porte est fermée et puis que la porte soit fermée. Puis c'est beaucoup comme ça, quoi, malheureusement. Et vous voyez même, je trouve les éclairages, vous voyez la manière dont les éclairages sont gérés, voilà. C'est très plat. On chasse toutes les ombres. Vous voyez, le visage, il est éclairé ici, là, sous le cou, c'est éclairé aussi, c'est éclairé partout. Il y a de la lumière partout. Il y a de la lumière en haut, en bas, par terre. Je sais, Du coup, ça fait que le film est très plat. Vous voyez, même dehors. Ouais, bon, ouais, c'est pas hyper important, hein, mais bon. Voilà, ça, c'est le bonhomme qui reçoit les sous, vous voyez. Voilà, lui, il reçoit des sous tous les jours. Voilà. Vous voyez, typiquement, ce plan où on a jeté tous les trucs dehors. Évidemment, il pleut, alors que tout le reste de la journée, il fait beau. Hein. Vous avez vu, avant, il faisait grand bleu, là, dehors. Vous voyez, là. Bah là, il pleut. Là, il pleut de ouf. Et on a le plan au-dessus. Plan premier degré, hein, qui descend en travelling sur elle, et puis voilà. Donc vraiment, c'est tout le temps super démonstratif comme ça. Vous voyez là, la peur, elle est dans un petit dépôt à l'arrière. Vous voyez comment il est éclairé, le truc, il est super bien éclairé. Il y a une light qui éclaire absolument tout le dépôt. Dans quel monde c'est éclairé comme ça, un dépôt? C'est ouf. Bref. L'arrêt, elle n'est pas très inspirée. C'est vraiment... On cherche juste à être efficace, et c'est tout. À être le plus clair dans ce qu'on se transmet, et puis voilà. Et typiquement, il y a un élément sympa, c'est qu'elle a un flingue avec elle, vous l'avez vu. Et en fait, elle le lâche jamais. Puis quand elle s'énerve, elle gesticule comme ça, puis elle bouge le flingue dans tous les sens. Et effectivement, moi, j'étais en mode... Oh putain, j'ai peur. Et effectivement, elle n'a pas conscience du fait que le coup peut partir, tu sais, voilà. Et du coup, des fois, elle pointe les autres employés, mais parce qu'elle est en panique, etc. Le problème, c'est qu'elle fait ça du début à la fin. Et t'as ça, mais à plein de répliques. Et du coup, c'est too much. Au bout d'un moment, ça sonne un peu faux, quoi. Tu te dis toujours... Après, c'est quand même un truc qui peut se maintenir un peu, parce que tu te dis, ah, peut-être que le coup, à un moment donné, il va partir, mais en fait, il part jamais, enfin voilà. C'est pas vraiment ce qui me choque. Qu'est-ce qui te choque, alors ? Il doit y avoir 3 stagiaires. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde parce que des moments, il y a des manifestations dehors, puis t'as l'impression qu'il y a genre 20 pelés, puis c'est tout. Enfin voilà. Et c'est assez intéressant. Du coup, tout ça par rapport à ce qu'on disait sur le réal avant. Sur le fait qu'il avait des accusations un peu de stéréotypes racistes. Et je trouve que le film se comprend à la lumière de ça. Dans une double dynamique, à la fois dans la dynamique du réal qui a peut-être voulu répondre à tout ça, en disant non, je fais pas de stéréotypes racistes, regardez la cause des Afro-Américains, etc. Et qui te fait du coup un film hyper larmoyant, parce que c'est un gars qui a quand même fait plutôt des pas de patrouille, quoi, je vous rappelle. Et ben, c'est pas alors qu'elle a joué une super flic, ok. Et du coup, je pense qu'il a vraiment voulu faire un truc où il répond peut-être aussi un petit peu à tout ça, mine de rien, parce que c'est lui qui a écrit le film en plus. En faisant un film, en faisant un truc trop dramatique, quoi. Voilà, il a fait... Il a fait un truc... Il a fait son film Coluche, quoi. Et... il a fait son Ciao Pantin. Voilà. Je cherchais le nom. Et en même temps, ça se comprend dans la dynamique. Des critiques qui disaient, ouais, mais il fait des trucs trop caricaturaux. Enfin, il fait des caricatures, des stéréotypes de personnages blacks, etc. Et effectivement, dans ce film-là, mais le film entier est une caricature. Alors c'est pas une caricature raciste ou quoi que ce soit, hein, c'est juste
une caricature dans les problèmes que la pauvre meuf peut avoir et dans l'empathie qu'on essaye de nous donner envers elle. C'est hyper chelou du coup. Et du coup, le message, il devient auto-centré, il devient même un peu maladroit par moments parce que le film, vous voyez, c'est beaucoup des acteurs afro-américains. Il y a des gentils, il y a des méchants. Et c'est un univers assez nuancé. Après, bon, les gentils sont purement gentils, les méchants sont purement méchants. Hein. Et puis, il y a 2 blancs dans le film. Et les 2 sont des monstrueux connards. Non, il y en a un qui est SDF quand même, c'est vrai. Il y en a un qui est SDF, mine de rien. Mais les 2 principaux blancs, c'est genre le flic qui la menace de mort et puis qui est en fait un enjeu de scénario parce qu'elle n'ose pas sortir de la banque parce qu'elle sait qu'il y a ce flic dehors et du coup elle a peur de se prendre une balle. Et tout le film après fonctionne sur un quiproquo, le fait qu'elle sorte pas. Enfin bref, voilà. Donc c'est de nouveau ça, le scénario il est vraiment pas terrible. Hein. Et l'autre blanc, et lui il est incroyable, c'est le gars du FBI qui débarque. Et le gars du FBI, il est tellement con ce personnage, il est tellement insupportable, c'est génial. Le FBI, c'est le meilleur exemple de ce truc surdémonstratif qui annihile tout ce que tu fais et qui fait que ça marche pas. Le gars, il arrive hyper sûr de lui. Vous savez, il est un peu censé remplacer les flics. Donc il arrive, il fait « Ah, bonjour, bonjour. Alors, c'est quoi le topo et tout ?» Puis il se la pète de ouf. Et il a vraiment un truc... il a vraiment, vous savez, son gilet FBI écrit en grand. Et là, mais je déconne pas, regardez la scène, c'est incroyable. T'as les flics qui font un truc qui sont très sérieux et puis qui disent ouais alors la situation c'est ça, c'est une dame qui fait ça. Puis lui, il fait des remarques tout le temps en mode ah ouais une dame toute seule. Ok, puis vous êtes tout ça pour une dame toute seule, ok. Et vraiment, mais il prend pas 2 secondes de truc au sérieux. Au point où il prend des décisions qui n'ont aucun sens. Genre, elle dit ok c'est bon je sors. Y a pas de souci, je sors. Ils lui disent ouais il faut sortir et puis vous sortez les otages et tout. Puis elle fait aucun souci je sors les otages. Et du coup tout est décidé. Et le gars du FBI il fait quoi? Il entend ça il fait ouais bon les gars allez rentrez dedans et puis butez-la. Putain mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vraiment. Il fait de la négociation. Alors t'as bien sûr genre la femme flic qui est vraiment toute gentille etc. Et c'est caricatural et ça marche pas. Et lui qui est en mode je prends le relais, et quand il prend le relais en négociateur, c'est le pire négociateur du monde. Il prend le téléphone, il fait bon vous avez 3 otages, vous les libérez sinon on rentre, on vous tire une balle. Hein. Et c'est vraiment de ce niveau là quoi, c'est hallucinant comme c'est mal foutu. Et du coup je pense qu'il y a aussi un peu il y a évidemment un message justement sous-tendu par rapport à tout ça sur la question raciale, c'est assez évident et d'autant plus pertinent à une époque où c'est Trump qui est président, quoi. Mais ça marche tellement pas que c'est contre-productif, quoi. C'est complètement contre-productif parce que t'as vraiment les 2 seuls blancs, c'est ça, t'es là, waouh, c'est quand même assez chaud, quoi. C'est quand même assez particulier. Mais en même temps, pour moi, c'est pas la critique la plus importante du film, quoi. C'est plus un truc que, à la fin, j'ai remarqué ça, je me suis dit, putain, ah ouais, ça va dans ce sens-là, ok, pourquoi pas. C'est assez drôle. Voilà. Tous les potards sont au max. C'est plombé par la lourdeur de l'écriture. Et le message, il est très nombriliste, puis quasi parodique, quoi. Voilà. Et il y a même une scène, ça j'avais noté, à un moment donné, je me fais engueuler par le film. Parce que, je sais plus, elle raconte un truc, elle raconte encore, ah, ma fille, elle est malade, blablabla, etc. Et moi, j'écoute ça. Et puis, je suis en mode, on l'a compris, tu l'as déjà dit plusieurs fois, et le film nous l'a montré. Et en plus, il y a un twist nul par rapport à ça. À la fin, on découvre qu'en fait, sa fille était déjà morte, puis que juste elle s'était pas rendue, puis que juste elle fait comme si sa fille était toujours vivante, et ça n'apporte strictement rien. Ça n'a aucun intérêt, si ce n'est que le gars, il s'est dit, oh, vas-y, je vais faire un twist. Et c'est très, très, très bizarre. Et bref, elle dit tout ça, puis l'autre qui l'écoute lui dit littéralement, je connais personne qui peut entendre ce que... Oui, qui parle à une autre, et qui dit, je ne connais personne qui peut entendre ce qu'elle a dit, et ne rien ressentir. Moi, j'étais dans le film, j'étais là, putain, mais le film, non seulement il me fait passer un mauvais moment, mais en plus, il m'insulte. Qu'est-ce qui se passe là? C'est pas justement une caricature du feeling que la personne noire moyenne peut ressentir une fois confrontée à un système de justice qui fait tout pour la couler? Je suis pas sûr de comprendre. Ouais, la gamine était déjà morte, en fait, et puis en fait,
Elle n'existe pas. Et puis, du coup, tout ce qu'on a vu en début de film où elle est là, en fait, elle n'est pas là. Voilà, c'est un truc, on est sur ce niveau-là. On est sur ce niveau-là, voilà. Donc voilà. Et non, je ne pense pas que ce soit une caricature du feeling, comme tu dis, AQ. Je pense que vraiment, il a fait ça premier degré. Pour lui, il voulait pas faire une caricature, il voulait faire ça vraiment premier degré. Pourquoi on la voit avec d'autres personnes? Mais oui, mais les autres personnes n'interagissent pas avec la gamine. Donc c'est bon. Mais oui, mais vraiment, ça n'a aucun sens parce qu'elle l'amène à l'école et elle va vers la prof en disant ah voilà, puis la prof elle ok, puis voilà, puis c'est vraiment nul, c'est vraiment nul. Un gros twist à la fois, genre elle a imaginé les services sociaux enlever sa fille. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais, elle se fait tirer la gamine. Ouais, mais les gens qui la tirent n'existent pas non plus. Non, mais vraiment, c'est nul. Hein. C'est vraiment nul. C'est vraiment nul. Ah là 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 là. Voilà. Oui, puis des fois, il fait des. J'avais noté encore qu'il fait des espèces de réalités alternatives par certains moments, mais c'est pas très intéressant. On va passer là-dessus. Et on va passer à un gros morceau parce que vraiment, il faut qu'on avance les gens. Mais ouais, je ne vous le conseille pas. Il est vraiment pas très bien. Du coup, tout le monde a raison de lui dire que c'est une tarée. Oui, tout le monde a raison. Ah oui, c'est sûr. Ça n'a aucun sens. Ah oui, non, ça marche pas. C'est une meuf en nervous breakdown et tout, qui a tout perdu. Le twist à la fin fait que tout a encore moins de sens, en fait. Enfin, tout a un peu un sens à la limite, mais c'est juste surdémonstratif. Et à la fin, le film, il te fait, non, mais en fait, j'ai pas de sens, t'inquiète. Voilà. Pour renforcer encore plus le côté, regardez la pauvre. Et ça, c'est ouf. Bref, pas bien. Et je vous propose qu'on passe à un grand film, cette fois. Et purée. J'ai vu ce film pour la première fois. Où est-ce qu'il est? Il est là. C'est l'avant-dernier film. Après, il y a K-Pop Demon Hunters. Et après, on aura fait le tour. Pourquoi il m'a pas tout sélectionné, lui? Voilà. Est-ce que ça marche? Oh, ça marche, c'est merveilleux. On parle d'un film, messieurs, ça a cette gueule. Ça a cette gueule, messieurs, dames. Le film dont on va parler maintenant. Et je suis très content de vous en parler. Il s'agit du film Quand passent les cigognes, un film URSS de 1957. Russe et noir et blanc, je m'en vais. Mais non, reste, c'est vachement bien, tu verras. Film de Mikhail Kalatozov qui a réalisé notamment Soïkouba et La lettre inachevée. Deux films que j'ai vus, La lettre inachevée c'est incroyable, Soïkouba c'est incroyable aussi, mais c'est un peu trop long, il y a un segment de trop. Vu que c'est un film en segment, je trouve que le dernier ou l'avant-dernier segment, je sais plus, il est vraiment de trop. Avec les acteurs Alexei Batalov et Tatiana Samoylova qui a joué aussi Anna Karenine, qui est incroyable, qui est une actrice incroyable, on va le voir. Et voilà. Donc, on va rentrer un peu dans le film. Allez, je vais vous montrer des diapos. Voilà, ça c'est le premier plan du film, les gens. C'est l'histoire d'un couple, voilà, de elle et de lui. Ils sont tout contents. On les voit là, ils sont très contents, ils sautillent. Voilà, c'est le premier plan du film. Le film s'ouvre avec ça. Ils sont très contents, ils sautillent, ils sont au bord de l'eau. Il y a déjà un truc super symbolique dans ce plan, j'aime bien parce que tu vois vraiment les deux amoureux qui vont dans cette direction là-bas et il y a vraiment un travail sur la profondeur de champ dans ce film qui est dingue à plein de moments. Et du coup, ça symbolise déjà un petit peu, regardez, ils ont la vie devant eux, youpi, la vie est un long fleuve tranquille. On va voir que ça va être plus compliqué que ça. Et ils se font un bisou, voilà, ça c'est le plan après, ils se font un bisou. De nouveau, je trouve que le plan il est dingue. Il fait plein de contre-plongées, il aime beaucoup la contre-plongée et du coup je suis trop content parce que moi j'adore la contre-plongée aussi. Moi quand je fais mes petits films, je trouve que la contre-plongée ça donne toujours un truc de plus. Je trouve que le pont en plus derrière il est très chouette. Bref, ils se font un petit bisou là, ils sont contents. Mais d'un coup il y a un véhicule qui passe là et qui les asperge d'eau là. Pchit. Un véhicule qui lave normalement les routes et là, pchit, ils se font asperger. Du coup, pourquoi j'ai des cigognes là? Oui, un petit peu avant ils ont vu des cigognes. D'où le titre du film Quand passent les cigognes. Ça a une importance pour plus tard. C'était pas censé être là, c'était censé être à un autre endroit. Bref, ils se sont fait asperger. Et là, regarde, elle est trop chou, l'actrice, je la trouve incroyable. Mais ça leur permet, c'est pas grave qu'ils aient été aspergés, ça permet à ce que lui, il lui essore les cheveux, il y a un petit moment de complicité. C'est mignon. Il la ramène chez elle, il la raccompagne chez elle, du coup elle va chez elle et tout. Et hop là.
Et il y a une scène incroyable là où il monte les escaliers avec la caméra qui tourne. Je pourrais essayer de vous montrer ça après, mais là on va avancer un petit peu parce que ça fait déjà un petit moment qu'on parle. Elle arrive, il y a tout le monde qui dort, elle essaie de rentrer sans faire trop de bruit et tout. Donc elle se pince les lèvres pour montrer que, attention, elle fait surtout pas de bruit. Lui aussi, il rentre chez lui, il va se coucher, voilà, tout le monde dort, tout le monde est content. Là, on est dans la famille, on voit la famille justement, là, qui est à table, c'est le lendemain. Le truc, c'est que, voilà, il y a une chaise vide, c'est la chaise du gars justement qui est pas là. Je sais plus si c'est la famille du gars ou de l'autre. Enfin bref. En tout cas, de l'un des deux, on voit qu'il est pas là. Alors, elle a rendez-vous avec lui, mais il est pas là. Donc, elle a un brin chafouin, elle est en mode oh, ce rogneux, pourquoi il est pas là et tout. Et là, il y a l'autre, ça c'est le cousin. Le cousin, il a un rôle important, il vient puis il lui dit ah, il est pas là et tout, machin, il est en train de bosser. Puis elle fait oh, je me casse. Puis lui, il fait ah non, reste avec moi. Et regardez, il pose la main sur son bras en mode reste avec moi plutôt, c'est cool. Puis regarde, il se pose, mais vraiment, en plus comme un gros connard là sur le bord du mur, et il lui pose la main sur l'avant-bras en mode ouais, t'as vu, moi je suis pas mal non plus, hein, tout et tout. Hein. Et elle le repousse gentiment, elle fait non. Ok, tu es pas mal, mais moi j'aime l'autre, j'aime Alexei, et c'est tout, point barre. Voilà, il n'y a pas de discussion. Elle a un regard hyper ferme en plus. Voilà, donc à la place du gars, je ne ferai pas le malin. Pendant ce temps, du coup, il y a notre pote, voilà, il est là, il est en train de bosser. Il est en train de bosser avec il me semble que c'est son père, je suis plus sûr. Mais bref, voilà, pour vous montrer, c'est l'URSS, on bosse un peu tous ensemble dans les usines, dehors, etc. Là, c'est le chantier, bref, on sue. Là, je sais plus ce qui se passe, voilà, c'est pour vous montrer, voilà, sa tête là, où il est en train de parler en mode... ouais, boulot. Ah oui, et il dit, ouais, c'est la guerre, parce que ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il me semble que c'est à ce moment-là qu'il dit, c'est la guerre, et je dois aller faire la guerre. Du coup, c'est la merde. Après, il va retrouver sa copine quand même, hein, après le boulot, hop. Regardez, moment de complicité, ils jouent ensemble, ils tirent sur un drap, lui il tombe au sol à force de tirer, ils se marrent, elle se marre, ils sont contents, ils ont les sourires. Regardez ce plan, je le trouve incroyable, mais vraiment, elle a les yeux qui scintillent. L'effet lumière, la pile sur le visage comme ça, je le trouve trop bien. Lui aussi, l'effet lumière qui passe là, les yeux qui brillent, je le trouve trop bien. Vraiment... Tous les plans de ce film me laissent sur le cul. C'est un truc de fou. Pour 1957, c'est un truc de fou. Bref, et là, elle lui dit, ouais, en fait, je pars à la guerre. Et du coup, vous voyez, là, elle est un peu plus déçue. Il garde une photo d'elle quand même, avant de partir. Regardez, mais ce plan aussi. Les doigts comme ils sont bien foutus et tout. La lumière comme ça. C'est un truc de dingue. Bref. J'aime beaucoup l'esthétique générale de ce film. J'aime beaucoup la manière qu'a de filmer ce réalisateur en plus. Donc voilà. Bref, discussion, je sais plus pourquoi. Oui, voilà. Là, il va partir à la guerre. Et il dit du coup au cousin, il dit, bon, je vais être loin. En attendant, tu prends soin de ma petite copine. D'accord ? Parce que quand je reviens, on va se marier, ça va être trop cool et tout, machin, je compte sur toi. Et lui, il dit, ouais, bien sûr. Il part à la guerre, là, il va à la gare, vous voyez. Il y a plein de gens, plein de gens. Et lui, hop, il se hisse là-haut pour voir, parce que lui, il cherche sa copine, il aimerait bien la voir avant de partir et tout. Sa copine, vous voyez, il y a beaucoup de monde, donc elle est là, elle le cherche aussi, mais malheureusement, voilà, elle le trouve pas. Regardez, le regard déçu, genre de pas réussir à le trouver, c'est tellement beau. Je vais bouger, à plus, bonne nuit. À plus Akio, merci d'être passé du coup. Bonne nuit à toi. Elle est toute déçue, voilà, elle est toute triste. Regardez, elle rentre à la maison toute triste. Regardez ce plan aussi, ce décor en fond. Enfin bref, c'est la folie. Elle est un peu deg. Oui, elle est d'autant plus deg qu'il y a son appart qui a cramé. Voilà, il y a les bombardements qui se passent. Et puis, il y a une bombe qui est tombée du coup sur sa maison. Et là, c'est sa maison qui est en train de cramer. Voilà, elle rentre chez elle. Voilà, il y a le pendule qui a une histoire en plus personnelle pour eux deux. Et puis ça, c'est ce qui reste de son appart. C'est vraiment la demeure. Elle sait pas comment la faire, elle sait pas où elle va crécher. Donc elle va crécher chez la famille de son cum. Et il y a le cousin qui est là. Et à un moment donné, il y a les bombardements. Et lui, il fait viens, on va se cacher. Puis elle fait non, je veux pas. Moi, je reste là. Elle veut pas aller se cacher. Je sais plus pourquoi. Elle boude un peu. Et lui en mode, bon, du coup, je peux pas aller me cacher parce que je vais vraiment avoir l'air d'un pleutre si je vais me cacher et que je t'ai laissé là. Donc il va jouer du piano. Il joue du piano super fort parce qu'il est fâché. Il montre qu'il est fâché, il montre qu'il est en mode scrognugno complet là. Et ce plan, il est dingue.
Ce plan, le reflet comme ça, l'idée d'avoir passé la caméra justement derrière le piano comme ça. Ouais. Vraiment, c'est... Ouais, voilà. C'est pour ça que je voulais vous le raconter frame par frame. Enfin, je voulais vous raconter avec les frames parce que vraiment enfin, tous les plans sont beaux, quoi. Même celui-ci, vous voyez ce champ, enfin voilà, le jeu avec la profondeur de champ et tout, enfin c'est incroyable ce film. Après il y a les bombes et ils vont se serrer dans les bras et elle est en mode chill, mais lui il est en mode, vous voyez, il a les mains du gars qui veut posséder là, c'est pas cool. Et donc hop, il l'embrasse un peu de force, même un peu beaucoup de force. Et on est sur une métaphore complète du viol, parce qu'après, il y a des éclairs, c'est violent, etc. Mais on nous montre évidemment pas la scène. On nous montre par contre le lendemain matin. Le lendemain matin, la famille est ultra gênée de ce qui s'est passé, et lui, il annonce qu'en fait, ils vont se marier. Voilà. Il annonce qu'ils vont se marier. Elle est pas chaude, hein. Elle est pas hyper chaude de se marier. Et c'est ça qui est un truc hyper bizarre d'ailleurs, c'est que quand j'ai refait les captures d'écran de ce film, moi, il me semblait qu'elle était enceinte et que c'est pour ça qu'ils se marient. En fait, non, c'est juste parce qu'il y a eu ça, ils se marient quand même. Donc, il y a un truc très puritain hein, quand même. C'est voilà, t'as touché, c'est fini, c'est marié. Bon, pendant ce temps, le petit copain, comment il va ? Le petit copain, il est mort. Le petit copain, il est là, il est dans l'eau, il est dead, il s'est pris une balle, ça va plus, c'est fini. C'est vraiment le coup dur du côté de la guerre. Le couple Badlel plus, on peut le dire. Elle, par contre, elle le sait pas ça. Elle continue d'espérer. Elle continue d'espérer. Il y a elle qui amène les lettres justement des soldats, mais elle reçoit rien. Et ça la saoule un peu. Elle est un peu déçue. En même temps, elle fait la popote pour lui qui est nul, qui sait pas cuisiner. C'est vraiment un gros nul, ce nul. Et voilà. Et aussi, elle fait un petit part-time dans l'hôpital où elle soigne les gens. Et là, je crois qu'il y a quelqu'un à l'hôpital qui lui dit ouais, ton cum il est mort. Mais elle le croit pas. Parce que le gars, il est pas sûr en fait. Le gars, il dit ouais, je crois qu'il a été emmené et tout, mais je sais pas s'il est mort ou pas, mais en tout cas, il bougeait pas. Et elle, du coup, elle continue à espérer. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'il fait le cousin marié ? Il va dans des boîtes, il fume, il fait du piano, il drague de ouf ce bâtard. C'est vraiment un gars qui a aucune race. Il drague de ouf et elle fait quoi ? Elle débarque au moment où il est pile en train de draguer la blonde. Et du coup, lui, regardez le regard qu'il fait. Il fait oh ! Et elle fait oh ! Et puis elle fait elle est très très fâchée de découvrir ça. Regardez, elle a le regard qui pétille. Elle sait que elle savait déjà que c'était un enfoiré, mais là vraiment. Il n'est pas seulement un enfoiré dans ses gènes, il se comporte vraiment complètement comme un enfoiré, ça va plus du tout. Elle veut se casser, lui il la retient, il fait non, pars pas, j'ai fait une bêtise, ça se reproduira plus. Elle, qu'est-ce qu'elle lui répond ? Elle lui répond pas, tatane dans ta gueule mon gars, t'avais qu'à pas chercher, t'avais qu'à pas aller ailleurs. Mec, tu fumes, tu bois, moi je suis l'actrice la plus belle de tout l'URSS. Non, ça se passe pas comme ça. Donc voilà, elle se casse. Lui, elle se casse, elle est là-haut, elle rentre chez elle, vous voyez, lui il court après, il y a le père qui s'interpose et qui fait toi, petit bâtard, toi. Petit bâtard, tu passes pas, tu retournes, tu te casses, je te veux pas te voir. Regardez là, le papa, plan contre-plongée, là, il est merveilleux. La grand-mère en haut, le papa qui est là, qui donne vraiment tout, vous voyez, on voit qu'il est fâché. Et elle qui s'arrête en mode, ouais, c'est bien, dis-lui à ce petit bâtard. Vraiment, le petit bâtard, ça se passe pas. Donc voilà. Ensuite, je sais plus où elle est là, mais en gros, elle fait des trucs, et il y a ce gars qui était à la guerre avec son copain qui dit, ton copain, il est mort. Et elle, de nouveau, elle le croit pas. Et là, boum, c'est la fin de la guerre, voilà. Les soldats rentrent chez eux. Regardez, les soldats, ils sont super contents, là, voilà, ils sont au train, ils sont dehors en train de faire youpi. Et là, il y a tout le monde qui fait youpi, la guerre c'est fini, les nazis, ils sont tous morts. Et elle vient avec un bouquet de fleurs et elle espère vraiment retrouver son cum. Donc elle est avec le bouquet de fleurs, elle le cherche partout, elle le cherche et il n'est pas là. Et c'est là qu'elle réalise qu'il est dead. Et là, je vous mens pas, là je vous le raconte, mais de manière un peu rigolote. Quand je faisais les screens, j'étais dans un café, enfin en train de faire les screens. Et quand je suis arrivé à cette scène, et que du coup je revoyais un peu la scène, mais en passant par petits bouts, vous savez, j'avais quand même l'énorme émotion du truc. Et je me suis retrouvé sur exactement ce plan, où elle a compris qu'il revenait pas, et où elle pleure. Et moi j'étais à ma table en train de faire mes screens, j'étais oh non, c'est trop triste. Et puis j'avais les larmes aux yeux dans le café. Et puis je regarde les gens autour de moi en mode non, je veux pas que les gens ils me voient et qu'ils se disent que je suis un petit faiblard non arrêté. Et voilà, et c'est tellement triste ce moment. Et voilà, et c'est tellement rude. C'est tellement rude, elle se rend compte, elle joue tellement bien quoi. Elle le joue tellement bien, c'est trop fort. C'est trop fort. Et après, boum, discours. On s'arrête pas là, vous voyez, là, elle est en mode nihiliste complet.
Elle a ses fleurs toujours et tout qui lui servent plus à rien. Et là, voilà, il y a... là, ça dit, voilà, on est revenu vivant. Maintenant, c'est l'occasion, du coup... Enfin, tout ce qu'on a fait, c'est l'occasion de construire une nouvelle vie. Voilà. Et du coup, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Et là, c'est le deuxième moment où j'avais les larmes. Elle offre des fleurs au gars à côté d'elle. Les fleurs qu'elle avait prises pour son copain, elle va les distribuer aux gens autour, qui eux sont heureux et puis célèbrent ça, etc. Et je trouve, voilà, il y a une espèce de résilience. Cette fin, elle est ouf. Et le dernier truc, c'est que là, il se passe un truc, tout le monde regarde en l'air, et c'est les cigognes qui volent. Et c'était le truc qu'on voyait au tout début du film, que seulement elle et son copain avaient vu ensemble, qui était leur symbole à eux, justement, de leur vie qui allait bien. Et d'un coup, c'est tout le monde qui voit ça. La symbolique, elle est hyper forte, elle est hyper belle. Ça en devient même le titre du film. Bref, c'est un film incroyable. Quand passent les cigognes de Mikhail Kalatazov. Et du coup, j'ai phasé sur ce film. Et j'ai plein de notes. Enfin, j'ai pas tant de notes que ça, mais j'ai quelques trucs à vous raconter dessus. Et voilà. Donc vous avez vu, le scénario, il est quand même hyper simple. Le scénario de ce film, il est quand même très simple. Mais la mise en scène, elle est incroyable. La mise en scène, c'est un des plus beaux films que j'ai vu de ma vie. Vraiment, chaque plan est beau, intéressant dans sa composition, très bien composée. Quelque chose de très pictural, c'est hyper intéressant. Il y a une gestion de la lumière, il y a une gestion des cadrages, des mouvements de caméra, une maîtrise du champ. Enfin, tout est ouf. Tout est vraiment ouf. Je me suis vraiment pris une claque en regardant ça. Et en plus, j'ai découvert le film. Du coup, je suis triste maintenant de l'avoir découvert parce que je ne peux pas le redécouvrir alors qu'il m'a mis une claque de ouf. Du coup, c'est pour ça que je voulais vous le raconter en entier. C'était pour vous montrer aussi un peu tous ces plans. Et même en refaisant, du coup, en passant plus rapidement, j'avais encore plus ce choc visuel de voir justement les compositions une par une. Enfin voilà, c'était un truc de fou. Ce film a gagné la Palme d'Or à Cannes en 1958. À l'heure actuelle, il me semble que c'est toujours le seul film russe/URSS qui a gagné un film. Le réalisateur est géorgien d'ailleurs, pour rendre honneur au réalisateur. Et je me suis retrouvé face à un problème quand j'ai commencé à prendre des notes pour le film, c'est que je ne savais pas comment l'aborder. Donc le premier truc que j'ai fait, c'est que je me suis dit, vas-y, c'est l'occasion de parler des formalistes russes, mais je vous avais parlé d'Eisenstein déjà la dernière fois, je me suis dit, ça risque de faire trop. Cogne-toi la tête au point de redevenir amnésique. Mais c'est un film que je reverrai, ça c'est sûr. Voilà. Et en plus, je crois qu'il est disponible gratos sur YouTube, franchement, voilà. Du coup, j'avais pensé aux formalistes russes qui avaient écrit pas mal justement sur des questions de linguistique, et ça pouvait être très intéressant pour parler de la technique du film. Puis après, je me suis dit, je vais plutôt vous parler de Marc Ferro qui dit qu'on peut utiliser le film pour parler d'histoire, mais je trouvais que du coup, ça perdait aussi pas mal de trucs. Bref, j'ai pris plein de pistes et il n'y en a aucune où, en fait, finalement, j'ai pas fait ça. Je me suis dit, non, je veux pas faire ça, mais j'ai quand même pris. J'ai pris la peine de faire ça. J'ai été chercher dans les cahiers du cinéma de juillet 1958 l'article qui a été écrit sur ce film, qui a été écrit en plus par Jacques Daniel Valcroze, à une époque où, regardez, juste aussi pour vous montrer rapidement, il y a des noms que vous connaissez. Alors peut-être que vous connaissez André Bazin, qui est justement cofondateur de la revue, qui était encore vivant du coup à cette époque-là, et un tout jeune gars qui s'appelle Jean-Luc Godard ici, qui a écrit ici. Donc on a Jean-Luc Godard, on a Jacques Rivette aussi, on a Jean-Luc Godard qu'on revoit là, voilà, il y a François Mars aussi, mais voilà, on a un tout jeune Jean-Luc Godard, 1958, donc je sais pas quel âge il a exactement, mais il a la vingtaine, là, et puis une petite vingtaine, qui parle déjà de plein de films, voilà. Je trouvais rigolo de vous montrer ça. Donc moi je voulais vous montrer qu'est-ce que la critique elle disait à l'époque. Ça, du coup, j'ai lu des trucs là-dessus, etc. Et puis je me suis dit, plutôt que vous dire ce que la critique disait, on va lire la critique elle-même. Déjà, j'aime beaucoup le titre, Par la grâce du formalisme. Le formalisme, voilà, c'est parler de la forme, de la question formelle du film. Et je trouve, en fait, cette critique, il y a plein de choses intéressantes à dire dessus, alors que la critique en elle-même n'est pas hyper intéressante. Vous allez voir ce que je veux dire. Déjà, je trouve intéressant que ce soit la forme du film qui est touchée. Du coup, ça, je m'y retrouve assez. Je passe rapidement, voilà. Le début, je le trouve super intéressant. Il nous dit, réglons un premier point, la paternité du film. En gros, là, il va se poser la question de qui a réalisé le film.
Rien dans l'œuvre précédente de Kalatozov, solide artisan du cinéma soviétique, ne laissait prévoir cet éclatement flamboyant. Et je trouve hyper intéressant ce qu'il nous dit là, c'est qu'en gros, on est complètement dans le mood des cahiers du cinéma qui va être développé après, qui n'était pas le cas avant, hein, et ça il faut s'en rendre compte. Avant on regardait les films sans forcément penser au réalisateur, et là le réalisateur est super important. Il y a un côté, il y a déjà cette notion d'auteur qui est là. Et là je trouve ça complètement ouf, vous allez voir, c'est que du coup il est en mode, c'est qui a fait ce film? C'est qui a fait le film? À propos de ce mystère, du coup, il dit, en fait, là ce qu'il nous dit c'est, putain, les films qu'il a fait avant ce réal, ils sont pas assez bons pour que ce soit lui qui ait fait ce film. Et du coup, il a deux explications à ça. C'est un, le véritable auteur du film serait Serge Ouroussevski, le plus célèbre des opérateurs soviétiques vivants. Oui, parce que c'est Serge Ouroussevski, c'est l'opérateur qui a travaillé aussi sur Soïkouba, par exemple, et qui est un excellent opérateur. Effectivement, on doit une partie du film à lui. Mais il y a un côté, genre, c'est soit le réalisateur, soit le chef opérateur. Et du coup, ça peut pas être les deux ensemble. C'est assez drôle, cette démarche. Et puis, attendez, on va voir sa deuxième thèse. L'auteur serait, et il faut que j'aille à la prochaine slide. Comment je fais pour aller à la prochaine slide? Voilà, la prochaine slide. Serait bien Kalatozov, dont on m'a dit qu'il avait ce scénario dans ses tiroirs depuis plus de 15 ans déjà découpé de cette façon et qui aurait toujours voulu faire des films dans ce style, mais qui en aurait été empêché jusque-là par le dirigisme très strict exercé sur le cinéma soviétique. Donc c'est hyper intéressant parce qu'il y a vraiment la question... Attendez, je regarde juste ce qu'il y avait après. Ouais, bref, c'est moins important. C'est intéressant parce qu'il nous parle aussi du contexte dans lequel le film a été fait. Et ça, c'est quelque chose de super important. Effectivement, c'est un film du dégel. Et c'est un mot qu'il va utiliser après. Et c'est un mot que je retrouve partout au sujet de ce film. C'est un film qui représente le dégel. On est en 1956. Staline, la Deuxième Guerre mondiale est finie. Staline est décédé il n'y a pas longtemps. Le stalinisme est en train de disparaître. Et on est sur une période de dégel, on est sur une période où on se tape moins dessus, du coup, entre bloc de l'Est, bloc de l'Ouest. Et ce film représenterait un peu ça. Il représente ça pour plusieurs choses. Il représente ça déjà parce qu'avant, il faut imaginer que dans les années sous Staline, le cinéma, c'était un outil de propagande. C'était un outil de propagande qui glorifiait Staline, de base, mais qui glorifiait aussi l'armée, qui glorifiait le sacrifice de l'individu pour la grande cause, etc. Et là, on est face à un film qui nous montre un autre point de vue, qui nous montre non plus la guerre avec les soldats glorieux, etc., mais le point de vue de la femme qui est restée dans le pays, qui est angoissée de ouf parce que le gars n'est plus là. Le gars, il meurt très très vite et elle ne sait même pas qu'il est décédé. Bref, il y a un truc très tragique. Et du coup, ce changement de point de vue, c'est un truc qu'on pouvait pas forcément voir avant. Et d'un coup, on passe d'une époque, d'un moment où on montrait, où on glorifiait la guerre, à un moment où on nous montrait, où même si la guerre est justifiée, c'est quelque chose d'horrible. C'est quelque chose d'horrible, c'est quelque chose de dur, etc. Toute guerre est mauvaise, même quand elle est nécessaire. Et il y a un côté comme ça dans le film qui est hyper intéressant, du coup. Et voilà. Et en plus, le fait d'arriver à la fin sur un discours de ok, le passé c'est le passé, maintenant il faut qu'on se tourne vers l'avenir. Je trouve que, mais ça c'est à titre personnel parce que j'ai pas lu ça dans les autres trucs que j'ai vus, que ça pourrait représenter aussi vachement ce dégel et c'est très intéressant. Voilà. Donc pour lui il y a aussi ça, il y a aussi ce côté, le gars il pouvait pas faire son film. Et ce qui est drôle c'est que il penche plutôt sur la première, il me semble. Je vous ai pas mis l'extrait là. De la critique, mais lui il dit ouais, moi je pense que c'est plus le chef-op qui a fait le boulot, hein. C'est assez rude. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous dit il serait injuste de négliger les mérites propres du scénario. Et lui il nous parle du scénario. Et j'étais putain, le scénario il est hyper simple. Pourquoi il nous parle du scénario? Qu'est-ce qu'il peut nous dire là-dessus? Solidement construit comme la plupart des scénarios soviétiques, c'est vrai. Il est dépouillé de presque toutes les conventions qui nous ont toujours fait grincer des dents au spectacle des films staliniens. Et effectivement, et ça c'est intéressant, je l'avais mis pour illustrer ce que je viens de dire justement, c'est qu'il y a vraiment un changement même dans la manière de faire les films. Et c'est la thèse de Marc Ferro que j'ai citée avant, c'est justement de dire que les films, c'est des super outils pour se rendre compte d'une époque, comme étant des documents de témoignages de certaines époques, de montrer comment les mœurs changent, etc. C'est super intéressant, voilà. Quand passent les cigognes est sans doute le plus libéré, le plus new look des films russes. La propagande en est pratiquement absente et l'attitude des personnages à l'égard des tabous habituels frise parfois la subversion.
Voilà, pour continuer de conclure là-dessus, hein, pas grand-chose à rajouter. Là, je pense que j'ai déjà un petit peu bouclé sur ce que je voulais vous dire de ce côté de le film. Il a une importance au niveau de sa forme, au niveau de l'objet lui-même qu'il est, mais aussi au niveau de l'objet qu'il représente. Euh, Plus que dans le fond. Voilà, mais là, et ça c'est intéressant, c'est qu'il va nous dire que ce qui l'intéresse l'intérêt dans Quand passent les cigognes, c'est plus le fond, mais c'est la forme. C'est le romantisme, le lyrisme, le lyrisme parfois délirant, pardon, du style et de l'agencement des images qui confère sa puissance à un contenu dont nous avons déjà vu l'intérêt. Et effectivement, du coup, il met en avant la forme du film qui a choqué effectivement un peu, qui a choqué un peu tout le monde. Hop là, je vous ai mis aussi Sergei. Pourquoi je vous avais mis lui? Hop, 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 hop. J'ai un blanc, bref. C'est pas grave. Je passe rapidement. Il me semble il me semble que c'était, oui, directeur photo. Il a géré aussi il a dirigé c'est lui le directeur photo en fait qui avait été utilisé pour Quand passent les cigognes. Et on arrive sur autre chose qui n'a rien à voir. On revient sur les trucs qu'on avait vus avant. Bref, voilà. Donc c'était un peu les trucs que nous disait cette critique des cahiers, qui est une critique en fait qui est globalement pas hyper intéressante, hein. Elle est assez courte mine de rien, vous voyez, des fois les cahiers nous font des pages et des pages de critiques, là c'est vraiment, ça commence à la page 46 et la page 48 il y a déjà Godard qui prend la place. En plus il faut imaginer qu'il y a une grande photo, hein. Qu'il y a une grande photo, on nous parle aussi d'Ingmar Bergman, tiens j'avais pas remarqué ça. Bref, Wells à n'en plus finir, on parle d'Orson Welles aussi, ils ont beaucoup fait la promo d'Orson Welles. Bref, c'est super intéressant de revoir les cahiers de l'époque. Et du coup, c'est une critique assez courte et qui est pas hyper intéressante, qui est un peu une critique tautologique. C'est-à-dire que c'est une critique qui décide pas forcément de prendre un angle et puis de le développer, mais qui va plus essayer de parler des acteurs, de la mise en scène, du scénario, du contexte, etc. Ce qui est plutôt très bien, mais ce qui, personnellement, ne sont pas les critiques que je préfère. Moi, je préfère quand il y a un peu une thèse qu'on va essayer de défendre et puis un angle, un point de vue précis par lequel on va prendre le film et qui permettrait d'englober justement tous ces éléments, alors que là, ils sont plutôt disparates, malheureusement. Enfin voilà, j'avais noté encore justement un truc intéressant. C'est que les revues conservatrices n'ont pas aimé le film à la place, par contre. C'est intéressant, les revues conservatrices ont trouvé, notamment les revues aux idéaux bolcheviques, ont trouvé que le film était déprimant, qu'il ne correspondait pas à ce qui devait être représenté justement pour mettre en avant le communisme, etc. C'est assez rigolo. Donc le film est un petit peu divisé de ce côté-là, mais sinon il a beaucoup été salué sur sa forme, surtout à l'étranger, surtout Palme d'Or à Cannes, quoi. Première fois qu'un film de l'URSS, en plus, donc c'est quand même un symbole assez fort, quoi, cette Palme d'Or. C'est super intéressant. Et j'avais mis un truc justement aussi, moi pour mon sentiment personnel, j'avais rajouté aussi, les plans sont beaux, je l'ai noté partout ça, mais qu'en plus tous les plans peuvent être chargés de sens, de symbolique, mais qui n'écrasent pas le plan lui-même. Et ça c'est super important. C'est-à-dire que, par exemple, je vous avais dit du coup, un des tout premiers plans là, je trouve en fait typiquement les cigognes sont super symboliques. C'est l'élément peut-être le plus symbolique du film, et il se retrouve même dans le titre, et le film s'ouvre et se conclut avec ça, et pourtant ça n'écrase pas le film, c'est-à-dire ça prend pas trop de place, il n'y a pas de commentaires après qui se font autour des cigognes par exemple. Je trouve aussi typiquement des plans très simples, par exemple elle qui grimpe les escaliers là, et le père qui se met entre les escaliers et lui pour justement... il ne le bloque pas, il n'y a rien de physique, mais il y a après justement un commentaire verbeux qui se fait, et c'est beaucoup d'éléments comme ça, et je trouve qu'il y a une force dans le regard de l'actrice à chaque fois aussi. Enfin voilà, le fait aussi qu'elle soit dans un hôpital. Il n'y a pas besoin d'une scène pour évoquer qu'elle aimerait le retrouver et que s'il ne lui écrit pas, c'est sans doute qu'il est blessé. Alors du coup, elle va bosser dans un hôpital. Elle aurait pu exprimer tout ça. Il n'y a pas besoin. Il n'y a vraiment pas besoin. Elle est dans un hôpital. On sait qu'elle est anxieuse pour lui. On comprend pourquoi elle est dans cet hôpital. On comprend pourquoi elle bosse là, etc. Et du coup, le film a pas mal de symbolique comme ça, et a pas mal d'éléments scénaristiques même. Et même ces symbolismes, je trouve qu'ils sont pas surexploités, et puis ils sont pas surexagérés, etc. Enfin, c'est super cool, quoi. Notamment un élément que je trouve ouf et que je réalise maintenant en passant les frames. C'est pour ça que c'est cool de faire des frames. Regardez le peuple qu'il y a au moment où elle lui dit au revoir. Vous voyez, le plan, il est comme ça.
Il est comaque. Vous avez pas mal de plans où voilà, le truc est plein de chez plein, avec plein de gens, et puis elle, là, un peu paumée au milieu de ces gens. Et à partir du moment où le train part et que du coup son copain n'est plus là, le plan c'est ça. C'est elle qui est juste accompagnée par la dame là qui la ramène à la maison. Et tout le reste derrière, c'est vide et c'est même rempli de ces blocs là pour empêcher justement les passages des tanks, etc. Et la place, la très très grande place, la place est grande, hein, et elle est vide. Et je trouve ça super fort symboliquement. Bref, et c'est bourré. Le film est bourré de trucs comme ça. Et qui ne sont pas, par exemple, des symboles, comme j'ai dit avant, je vous ai donné l'exemple où il y a plein de choses qui auraient pu être beaucoup plus explicitées, parlées, etc. On a vu avant l'autre film où les affaires ont été jetées dehors et c'est évidemment le seul moment de la journée où il pleut, tout le reste du temps il fait ciel bleu, quoi. Voilà. Ou moi, par exemple, à titre personnel, j'ai l'effet du ralenti. J'aime pas les ralentis. C'est l'effet symbolique qui te permet de souligner quelque chose, mais qui ne le souligne pas, qui l'alourdit. Pour moi, c'est l'équivalent, dans un texte littéraire, de souligner en gras ou en majuscule, ou de mettre en majuscule les trucs. Ça n'a pas de sens. T'as pas besoin de ça. Si tu as confiance en ton texte, si tu as confiance en les mots que tu utilises, t'as pas besoin. Évidemment, quand je dis ça, je ne parle pas des scènes d'action, où là, c'est plus une question de lisibilité de la scène aussi. Enfin, voilà. Et puis, il y a des moments où ça peut être utilisé de manière parodique, etc. Mais je trouve que c'est difficile de bien utiliser le ralenti, de manière générale. Après, on en est à un avis esthétique personnel, donc je ne vais pas développer plus. Voilà, bref, regardez ce film, il est magnifique, il fait partie de l'histoire du cinéma, c'est un grand film, grand film, et je suis très content d'avoir pu vous en parler. J'ai passé beaucoup trop de temps à faire des recherches dessus, pour finalement n'avoir abordé mais quasi rien de ça. Il y a des livres écrits dessus, il y a des articles dessus, enfin bref, j'ai évidemment pas tout lu, c'est de nouveau, encore une fois, je le répète, ce n'est pas le but, hein. Le but, c'est de vous présenter des trucs et de le faire avec quand même quelques outils, mais je sais que je m'adresse à des personnes, je ne veux pas être excluant. Donc le but, c'est de parler un peu au plus grand nombre et puis de ne pas que vous vous ennuyiez plus que ça. On passe au prochain film. Le prochain film, vous avez peut-être entendu parler, c'est K-Pop Demon Hunter. On y est enfin plutôt. Donc je ne sais pas si Toshirin, tu es toujours là, mais c'est le moment où on parle du coup du film que tu as demandé il y a longtemps avant, je pense. Bien, je vous mets le film. N'hésitez pas à me dire encore une fois si vous l'avez vu. Je suis très curieux de savoir si c'est un film... Hop, attendez, je ne veux pas perdre mes trucs. N'hésitez pas à me dire si c'est un film que vous avez vu ou non. En tout cas, hop, je le lance maintenant. Pour le monde entier, vous serez des stars de la pop. Mais en réalité, vous serez bien plus que ça. Vous serez des chasseresses. Hey, vous êtes au bain pour Rob. Vous n'avez rien à faire là. Ils volent les âmes de nos fans. Envoyons ces saletés dans les abîmes infernaux d'où ils viennent. Ouais. Fasciné par le son de nos voix, On se prépare au combat. tu voulais avoir du show, mais est-ce que t'es chaud pour ce qu'on te donne? Je détruirai les chasseresses. Pour toujours. Il est temps d'employer une nouvelle stratégie. Je ne pense qu'à toi, tes paroles je les vois. T'es mon soda pop, mon petit soda pop. Un boys band de démons. Ce qu'ils veulent, c'est les fans. T'es mon soda pop, mon petit soda pop. Les Saja Boys! Cette fois, on les tient. Vous croyez qu'on allait vous laisser nous piquer nos fans? Il faudrait peut-être nous affronter pour ça. Ok, j'ai l'air d'être mignonne, mais quand je balance mes mots, je suis la patronne. On a tout donné pour aider. Nous, on sait pas. Ouais, l'avion est foutu. Les enjeux vont au-delà de ça.
pas inquiète. À mon avis, ça va pas prendre chez les fans. La semaine prochaine, on n'entendra plus parler de ces nazes. C'est beaucoup plus grave que ce que je croyais. Les Saja Boys ont fait un buzz de folie avec l'émission de télé. Bobby, contrôlez vos épaules. Hop. Voilà, K-Pop Hunter. K-Pop Demon Hunter, pardon. Est-ce que vous l'avez vu? Qu'est-ce que vous en pensez? Je l'ai vu cet après-midi, mais trop bien. Trop bien, on va pouvoir en parler. Je l'ai vu en VO, ouais, moi aussi. Mais je vous mets toujours les bandes annonces en VF parce que je pense que souvent vous faites des trucs à côté et donc comme ça vous pouvez l'entendre même si vous ne la voyez pas. Sachant que les stars sont surveillées H24, c'est tellement pas la bonne couverture. C'est vrai qu'il y a un petit peu de ça, on va parler du rapport au réel, ça peut être intéressant. C'est vrai, je pense, un angle hyper intéressant pour aborder le film, mine de rien. Donc, no complaint English, très bien. K-Pop Demon Hunters, film de 2025, réalisé par Maggie Kang et Chris Appelhan. C'est le petit film hype du moment. Hein. Moi, j'en ai vu pas mal passer, j'en ai entendu parler et tout. Il a été recommandé. On suit un groupe de K-pop, je trouve que la bande-annonce l'explique bien, hein, qui combat des démons. Problème, il y a un band en face qui va apparaître. Et en plus, et ça c'est un truc qui n'est pas dit dans la bande-annonce, alors que c'est peut-être l'élément le plus important, la leader du groupe, elle aussi, elle porte les traces d'un démon. Donc c'est compliqué pour elle, voilà. Moi, je voulais parler du film. Alors, je me suis renseigné un petit peu dessus. Et je voulais parler du film à travers les intentions de la co-réalisatrice qui a dit pas mal de trucs qu'elle voulait faire. C'est super intéressant d'écouter ce qu'elle dit dessus. Et tout, il y a des trucs avec lesquels je suis d'accord, il y a des trucs sur lesquels je suis pas mal plus mitigé. Je vais revenir dessus. Donc, c'est le projet de Maggie Kang qui voulait utiliser la culture sud-coréenne pour faire un film qui serait visuellement différent des autres productions animation qui se font actuellement. Je sais pas. Je sais pas quoi penser de ça. Parce que je vous avoue que pour moi... Alors, je suis pas un grand connaisseur, du coup, de l'animation en général, mais je trouve que ça ressemble à un peu... ça ressemble un peu à l'animation que je vois habituellement, quoi. Je trouve que les personnages ont un peu la même tête, etc. Mais effectivement, il y a une identité coréenne qui est quand même plus prononcée. Et ça, c'est un truc qu'elle a dit sur lequel ils ont travaillé, c'est qu'ils ont fait des bouches et des yeux différentes. Et effectivement, je trouve que ça se voit parce qu'il y a quand même du coup une petite différence. Et il y a une identité culturelle qui est assez marquée. Et ça aussi, ça se retrouve dans les décors, etc. Et l'élément chouette, c'est le fait de rajouter des effets un peu manga, voilà, quand elles mangent leur truc, quand elles tirent des têtes pas possibles et tout. C'est les moments drôles et c'est les moments qu'on met dans la bande-annonce. Le truc, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça. Hein. La plupart du temps, elles ont l'air normales. Et en ce sens, du coup, pour moi, Élémentaire, il fait plus différent qu'un film comme K-Pop Demon Hunter. Alors que je suis pas un grand fan d'Élémentaire non plus, quoi. Mais ouais. Mais après, je le reprécise encore une fois, moi je suis un blasé de l'animation souvent. Et j'ai l'impression que vraiment à chaque fois tout se ressemble, mais c'est peut-être aussi à tort. Et je trouve quand même, je me dois d'être honnête, et il y a quand même des subtilités qui sont différentes. Notamment les ajouts que je viens de dire. Elle voulait des héroïnes différentes de Marvel. Aussi. C'est le modèle qu'elle a pris. Elle a dit, il y a les héroïnes dans les films Marvel où il y a des filles qui sont... un peu badass et ça, et moi je voulais des héroïnes qui sont aussi badass mais qui sont aussi drôles et un peu grossières et puis qui ont du ventre. Et là, je ne la suis pas du tout. Alors vraiment, je ne comprends pas. Je ne vois pas trop ce qu'elle veut dire par là parce que dans les Marvel, les héroïnes sont aussi amusantes. Enfin, en tout cas, le film essaye de les rendre amusantes. Elles font des blagues aussi. Enfin, je sais pas d'où ça sort ça. Un peu grossière, ça je ne sais pas. Ça, c'est dur à dire. J'ai pas l'impression que celles qui sont là sont très grossières, quoi. Et qui ont du ventre. Ça je ne comprends pas. Ça je suis à côté. Je sais pas si je suis à côté de la plaque, mais voilà. C'est ça. Les trois meufs. Dans quel monde? Alors je sais pas si l'expression a été mal traduite, peut-être. Hein, je sais pas. En réalité. Mais regardez, vous allez pas me dire qu'elles ont du ventre. Ça n'a aucun sens. Ah, qui ont du cran. Ah, peut-être.
Ah, peut-être que j'ai compris ça tout faux. Ouais, c'est possible que ce soit ça. Parce que là, j'avais vu une traduction française, donc peut-être ça. Et surtout, j'avais noté, mais du coup, j'ai regardé après, et en fait, elles ont pris modèle sur une mannequin sud-coréenne pour faire l'héroïne, par exemple. J'étais, mais dans quel monde elles ont du bide? Voilà. Mais du cran, oui, peut-être, mais à ce moment-là, je vois pas non plus la différence avec les personnages Marvel. En fait, il y avait vraiment un truc dans les interviews de cette dame, j'ai l'impression, et dans les traductions, du coup, d'interviews, de vouloir insister sur l'unicité, enfin, disons, sur l'aspect très authentique de ce qu'elle faisait en le comparant à ce qui se faisait ailleurs, pour dire que nous, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et c'est pas comme ça, c'est comme ça. Pour essayer de créer quelque chose, un effet d'authenticité, etc., que j'avoue ne pas avoir été hyper sensible non plus à ça. Donc, mon avis sur le film, en fait, il est plutôt mitigé. En fait, j'ai passé un bon moment, mais je ne suis pas du tout dans la hype. Je le trouve bien, mais sans plus, quoi. Vraiment sans plus. Je trouve qu'il y a pas mal de trucs. Elles font pas du 32 fillettes, elles ont du ventre. Voilà. Parce qu'il y a quand même des choses. Alors là, j'ai un peu râlé par rapport à ce qu'elle avait dit, mais il y a quand même des choses que j'ai trouvé très très bien. Déjà, c'est visuellement. Visuellement, il est super intéressant. Je trouve qu'effectivement, le fait de le faire dans le contexte Corée du Sud, ça marche très bien. Vous voyez, enfin, les lumières, je les trouve très intéressantes. Les jeux de couleurs aussi sont très très cool. Maintenant, on s'amuse pas mal à faire des jeux de couleurs qui sont sympas. Et puis voilà, typiquement ça, je trouve très bien. Ça, pour moi, c'est les bonnes réussites du film. C'est ces moments où on se permet de leur faire tirer des tronches pas possibles, etc. Et puis elle aussi. Enfin, c'est très très bien. Avec, j'aime beaucoup son nounours, son habit là. Les designs des démons aussi sont très chouettes, mais du coup un peu plus attendus peut-être. Enfin voilà. Mais c'est drôle. Il y a un truc un peu second degré justement dans cette utilisation de la K-pop et tout qui me parle bien, quoi. Vu que je reviens en plus du Japon, je pense que ça m'a d'autant plus bien parlé d'avoir vu ça partout. Ces petits groupes de jeunes comme ça et tout, c'est très rigolo. Voilà. Mais du coup, la réalisation, c'est vraiment le plus du film. Il ressemble à Spider-Man Into the Spider-Verse. J'avais cru voir que c'était les mêmes studios d'ailleurs, mais il m'a pas semblé finalement. Mais après, peut-être que je me trompe. Je vous avoue que j'ai pas fait énormément de recherches là-dessus. Je me suis plus intéressé sur le fait que en fait, c'était contrairement à Spider-Man, ici, c'était pas un mélange de 2D, 3D. Ici, c'était plutôt un parti pris de full 3D, mais qui simulait de la 2D à pas mal de moments. Et c'est pour ça que si vous regardez le film, je pense que, vu CCS, tu l'as regardé aujourd'hui, ça a dû te marquer. L'image est assez... T'as l'impression, notamment sur les combats, que l'image est très saccadée. Et du coup, on rend un effet un peu saccadé pour faire un effet, justement, un personnage 2D, mais où, en fait, c'est quand même de la 3D. Et ça crée quand même un truc très dynamique. Enfin, je trouve que ça crée... un truc dynamique, ça crée une esthétique particulière, donc c'est intéressant. Le film est très générique, il n'y a pas ce petit plus justement à part la musique. Ouais, les musiques, j'ai été un peu déçu. Il y a le boom 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 que j'ai retenu, ouais, mais c'est un peu tout. Les autres musiques, j'ai oublié. Après, je ne suis pas public de la K-pop et du coup, c'est difficile pour moi de juger. Il y a quelques morceaux de K-pop que je trouve trop cool. J'aime bien les trucs que font Blackpink en général d'ailleurs. Et un ancien membre de SHINee, mais sinon... Sinon, j'avoue que je ne suis pas du tout compétent en la matière. Et ça, c'est intéressant, en fait, cette esthétique, enfin, ces effets de réalisation, parce que c'est la grosse force du film. Et j'ai été lire les critiques du film. Tout le monde reconnaît ça au film. Même les critiques les plus négatives disent que visuellement, le film, il est super cool. Le film, il déchire. Et moi, je vous dirais, il vaut la peine rien que pour ça, quoi. Je trouve que son esthétique, la manière dont il a été réalisé, suffit pour justifier de le regarder et il suffit pour passer un bon moment. Le scénario, il n'est pas très important. Vraiment, le fait qu'il y ait des effets de montage assez dynamiques, qu'il y ait des expressions de manga très sympas, etc. Voilà. Et je trouve qu'il n'y a pas tant de scènes de baston que ça en plus dans le film. J'avais été surpris. Il y a peu de scènes de baston. Et je trouve qu'elles ne sont pas incroyables, les scènes de baston. Mais elles font partie d'une dynamique générale que le film garde toujours en lui, qui fait que c'est pas un problème non plus du tout. Voilà. J'ai noté que, pour venir quand même au scénario, du coup, le scénario est pas ouf. Il y a c'est une réitération de l'acceptation de soi. Ça fait partie aussi de cette vague de films où les méchants finalement sont pas si méchants. C'est des gens qui ont aussi leurs propres problématiques. On peut plus représenter des méchants purement parce qu'ils sont méchants aujourd'hui.
Alors qu'en fait, on pourrait, je sais pas pourquoi, maintenant on est parti. Il y a un mood dans les films d'animation, j'ai l'impression, à pas vouloir faire des méchants, à vouloir faire des méchants, mais des méchants sociaux. C'est-à-dire que c'est expliqué par le contexte social dans lequel ils évoluent. Et c'est le cas dans plein des derniers Disney, Pixar, et puis c'est le cas aussi dans ce film-là. Enfin voilà. Et moi, c'est un truc qui me saoule. Je préférais quand les méchants ils se faisaient déglinguer à la fin. Mais ça, c'est vraiment mon moi de gamin, où vraiment le truc que je préférais dans un film, c'était être en mode, mais comment le méchant il va se faire battre? Enfin voilà. Mais ouais, le principal problème du niveau du scénario, pour moi, c'est plus cette question de l'héroïne qui est un démon. Et où, au moment où il y a ça, t'es en mode, mais bah, parle-en à tes deux potes, quoi. Enfin, je sais pas. Et elle le fait pas. Et elle a des raisons de ne pas le faire, ok, je comprends, mais il n'y a pas de progression jusqu'à la résolution de cela. En fait, il y a ce côté très frustrant que cette résolution, quand tu réfléchis, elle aurait pu se produire dès le début du film, et tout le reste du film, ça aurait été plus simple. Et le film, du coup, la narration n'a pas permis à la résolution. C'est plus... Au contraire, les problèmes sont dus... et les problèmes sont même pas vraiment dus au fait qu'elle cache ça. C'est ça qui est très bizarre. C'est très bizarre comme enjeu, du coup. Il y a un problème, je trouve, dans le scénario de ce côté-là, mais bon. Ça reste un message positif sympa pour la jeunesse. C'est un film qui est par rapport au public pour lequel c'est destiné, je pense que c'est très bien. Et seulement, moi, je suis un trop vieux con pour vraiment pouvoir complètement apprécier. Et voilà. Maintenant, j'aimerais quand même venir sur un dernier point. Et pour moi, il y a quand même un gros problème. Attendez. Il y a un gros problème. C'est la représentation des idoles. On peut parler de ça quand même 2 minutes. Je remets pas en cause les qualités du film, je dis pas que ça gâche le film, mais je vous avoue que moi, ça m'a gêné de ouf de voir à quel point elles étaient idéalisées. Le but, c'est évidemment pas de partir faire un thread Twitter pour expliquer non, c'est n'importe quoi, il faut boycotter ce film, parce que voilà. Mais je me dis... Enfin, c'est un univers de fiction, évidemment, mais qui se base sur une réalité, donc on peut quand même en parler. Et on est quand même loin de la réalité. Et ça, je trouve super drôle. Déjà, les idoles, là, elles sont montrées comme en charge de tout ce qu'elles font. Et c'est elles qui sont leurs propres patronnes et qui choisissent si elles prennent des vacances ou non, si elles sortent un nouvel album ou non, etc. Et t'es là, waouh, non, bah ouais, ça marche pas comme ça. Mais du coup, ça contribue à l'idéalisation des idoles, quoi. C'est un peu chelou. C'est comme si on faisait un film sur une vie d'influenceur star, et puis que genre l'influenceur star, c'est lui qui dirige tout et qui a aucun souci, puis en fait, c'est trop cool son métier, et puis voilà. C'est un côté un peu bizarre, quoi. Voilà, moi, ça m'a mis un peu mal à l'aise. Et il y a quand même un truc, c'est qu'on les voit fatigués. On les voit fatigués, je me disais, bon, il y a au moins ça. On les voit fatigués, on les voit même proches du burn-out. À un moment donné, ils sont en mode, putain, on a besoin de vacances, là. Et je suis en mode, ok, c'est cool, qu'il y ait quand même ça. Sauf que, droit après, et ça on est à la fin du film, où elles sont en mode, ah cool, on peut enfin être en vacances. Et là, elles voient des fans, et elles se regardent, et elles font, ah, non, c'est bon, les vacances attendront. Et du coup, elles partent signer des autographes à des fans qui font, oh, vous êtes là, youpi. Et du coup, elles prennent pas de vacances, et j'étais là, oh la vache! Oh la vache, non, c'est pas cool de finir avec ça, quoi. Je sais pas. Alors, je sais pas si c'est le problème qu'à moi. Je sais pas si c'est un problème personnel. J'ai pas assez lu de critiques et tout là-dessus, mais dans les critiques négatives que j'ai lues, j'ai pas vu ça. Mais j'avais un côté quand même un peu... Ah, c'est pas du tout traité, ça me fait bizarre. Ça m'empêche pas d'apprécier le film et de trouver que le film est quand même plutôt bon, hein. Mais ouais, je sais pas. Ça me mettait un peu mal à l'aise, cette représentation. Sans aller jusqu'à dire que c'est un truc problématique, et puis, etc. Juste, il y a un malaise. Il y a un malaise dans ce qu'on me montre, là. Il y a un malaise de me présenter un univers qui est assez artificiel de base, et en faire une représentation encore plus artificielle que ce qui est d'habitude présenté déjà comme artificiel. C'est très bizarre. Voilà. En fait, je pense que c'est un peu l'effet de... On te montre des personnages cool. Quand tu regardes un groupe de K-pop, bah, tu vois juste l'avant du décor. Et l'avant du décor, c'est un truc qui est très très cool. Qui est très très cool, c'est des meufs, des gars qui dansent, etc., qui font des chorés, des chansons tout chou, après plein de produits dérivés, blabla, voilà. Et on te montre pas trop l'envers du décor, mais quand tu vois l'envers du décor, bah des fois, il y a quand même des trucs sympas. C'est pas
Devant, c'est tout propre. Derrière, c'est tout sale. Il y a des petits making-of où ils se marrent entre eux, etc. Mais t'as aussi des trucs un peu sales. T'as des trucs où ils ont des problèmes entre eux. Il y a des tensions. Il y a des problèmes, même des fois beaucoup plus graves, d'anorexie, de maladie mentale, etc. Et là, ce film, bah, il te montre l'avant du décor, justement, bah, ces meufs qui dansent, qui font leur truc. Et puis l'arrière du décor, il est encore plus cool que l'avant. Et puis ça, t'es en mode, waouh! Oh la vache, je sais pas si je peux vous suivre jusque-là, les gars. Ça aurait été cool quand même de faire un ou deux mots, je sais pas. C'est l'image fantasmée, elles sont fatiguées, mais une seconde après, elles sautent de joie pour la promo d'un single. Oui, c'est ça, c'est ça. Elles sont épuisées, elles font, oh, j'en peux plus et tout. Puis t'as l'autre qui est en mode, mais on sort un nouveau single, tout ça. Oui, nouveau single. T'es là, oh la vache. Non. Ouais, je peux pas. Il y a un effet. Alors moi, je vous avoue, quand je regarde le film, à ce moment-là, j'étais en mode, putain, ça a un effet propagande de ouf. Ça a un côté un peu propagande hein, aussi. Voilà, c'est un effet propagande de te faire passer une idée, mais bon, voilà. L'objectification des idoles masculins. Ouais, mais ça m'a moins dérangé parce que j'ai vraiment l'impression que c'est caricatural, là, qu'on rit de ça. Parce que nous, on a du point de vue des meufs qui les regardent et puis qui sont en mode... elles se rendent compte que c'est une supercherie, mais ça les empêche pas de se marrer, d'apprécier quand même, de les voir et tout, et puis voilà. Donc ça m'a moins dérangé, mais je comprends que ça puisse déranger. En attendant, est-ce que c'est suffisant pour ne pas regarder le film? C'est à vous de voir, mais moi je vous conseillerais de quand même le regarder parce que je trouve qu'il est très chouette. Et c'est ainsi qu'on termine les films de cette soirée. Putain, 3h30, c'était trop long, j'ai fait trop de trucs dessus. J'avais trop de choses à dire sur tout ça, mais c'était tous des films que je trouvais intéressants et où du coup il y avait des trucs à dire dessus. La prochaine fois, qu'est-ce qu'on regarde, les gens? Qu'est-ce qu'on regarde pour la prochaine fois? La prochaine fois, moi, j'avais pensé à Reservoir Dogs, que j'ai vu hier, et je voulais en parler ce soir, mais j'ai bien fait de ne pas faire ça, parce que je voulais quand même préparer mieux Reservoir Dogs. On va parler du Fantasticum Colosse, qui sera un film noir-blanc pour faire fuir Aurélien, mais qui sera marrant, parce qu'on va le passer en 25 frames, et puis c'est, voilà, film série B de l'époque. On va regarder La Forêt pétrifiée aussi, un autre film noir-blanc. On va regarder Insomnie. On va regarder peut-être aussi Jurassic World Renaissance. Si je vais le voir, je verrai. Voilà. Merci du coup d'avoir suivi jusque-là. C'était trop cool.